Donc, qui est affecté? On a parlé que c'est des femmes jeunes, souvent âgées entre 15 et 45 ans. C'est beaucoup plus rare chez les hommes ou chez les enfants et chez les personnes âgées. Et on disait une personne sur 2000. Le traitement, ici, je vais faire juste rapidement un survol, puis on va reprendre chacune des items plus tard, un petit peu un par un. Donc, je commence toujours par les habitudes de vie saines, parce que souvent, dans un système hospitalier très, très occupé, on oublie de parler de ça, puis c'est extrêmement important. Hein, ça inclut alimentation, exercice, méditation s'il faut, tout ce qui va faire qu'on va bien vivre les défis qu'on a des fois avec notre maladie. Photoprotection, donc vraiment se protéger du soleil. On a mentionné tout à l'heure que la peau était particulièrement sensible dans un grand pourcentage de personnes avec le lupus. Donc, on ne prend jamais de chance, on recommande à tout le monde photoprotection. Et après ça, il y a toute une liste, là, les anti-inflammatoires, les antimalariques. Je vais les reprendre tout à l'heure, donc je fais juste la liste présentement. Les stéroïdes, souvent sous forme de prednisone, les immunosuppresseurs qu'on a parlé tout à l'heure, et finalement les agents biologiques, dont présentement il n'y en a qu'un, mais il y en a probablement toute une autre lignée là, qui s'en viennent, qui vont arriver dans nos pharmacies dans les années à venir. Ça a un impact sur la vie quotidienne, ça a beaucoup d'impact sur la qualité de vie, on va en parler. Ça a un impact sur le travail. Donc, 50 des personnes travaillent après 15 ans de suivi en moyenne. Il faut comprendre que donc, dans les femmes entre 20 et 40 ans, 15 ans de suivi, on est rendu entre 35 et 55 ans, donc encore dans la force de l'âge pour travailler. Donc, il y a un impact sur le travail. 52 des personnes ne travaillant pas rapportent que le lupus en est la cause. Donc, des 50 qui ne travaillent pas après 15 ans, la moitié d'entre eux disent que c'est vraiment à cause de mon lupus. Il y a toutes sortes d'autres raisons pour lesquelles les gens choisissent de ne pas travailler, là, qui peuvent être de rester à la maison avec une famille ou autre. Les facteurs associés avec le non-emploi, c'était beaucoup des facteurs de l'environnement extérieur à la personne, le type de travail, bon, l'âge, évidemment, la maladie, si elle est plus active, la fatigue. Quand on mesure la qualité de vie, souvent, c'est des gens qui sont plus affectés. Et au travail, par contre, c'est un travail qui était physiquement plus exigeant, souvent des heures plus exigeantes aussi, et un emploi qui ne permettait pas beaucoup d'adaptation, un locus de contrôle là, qui était limité. Donc, la personne ne peut pas vraiment varier ses heures de travail ou s'adapter à ses symptômes. Donc, en termes de survie, on en a parlé un petit peu. Les courbes sont très belles. Si vous voyez ici, par rapport à 1954, on parlait d'une survie à 5 ans de 50 %. Là, il faut faire attention là aussi. Vous vous souvenez, mes tests diagnostiques sont apparus dans les années 50. Donc, les seules personnes qui étaient diagnostiquées avec le lupus dans les années 50 étaient les personnes qui avaient une maladie extrêmement sévère. Et tous les autres cas de lupus, soit demeuraient non diagnostiqués, on leur disait, vous faites de l'arthrite, mais on ne sait pas trop quoi, donc ils ne rentraient pas dans ces études-là. Après ça, on a eu une augmentation rapide de la survie. Donc, d'un côté, on avait des meilleurs tests diagnostiques et en même temps, on a introduit la prednisone par après une meilleure utilisation des médicaments immunosuppresseurs. Ce qui fait que dans les années 2000, les grandes cohortes, on a de la survie à 5 ans qui dépasse 97 à 98 %. Maintenant, je mets juste un petit point d'interrogation, c'est que c'est sûr que tout ce qu'on fait en recherche est un petit peu limité par ce à quoi on a accès pour faire nos études. Ces données-là viennent de grandes cohortes qui sont extrêmement importantes parce qu'on apprend beaucoup de choses sur des maladies en suivant des gens dans le temps. Mais il y a deux choses. C'est que dans les grandes cohortes, si les gens se présentent avec une maladie très, très, très sévère au tout début et s'ils ne survivaient pas à leur présentation, ils n'entreront pas dans la cohorte. Donc, ça n'apparaîtra pas sur cette survie-là. Et 10 à 15 ans plus tard, il pourrait y avoir une légère augmentation de risque de maladies cardiovasculaires, en fait, une augmentation de risque de maladies cardiovasculaires. Et ça non plus, ce ne sera pas vu sur une survie à 5 ans. Donc, il faut faire attention. On a fait beaucoup de gains, mais il faut continuer à travailler fort. Donc, quelle est cette mortalité-là? Quand Sacha Bernatsky de l'Université McGill a fait une étude en comparant les personnes qui n'avaient pas le lupus avec des personnes du même âge et du même sexe qui avaient le lupus, il y avait une mortalité relative plus élevée. Donc, il y avait un risque 2 fois plus grand. C'est une mortalité relative. Ça, les statistiques, c'est toujours très, très difficile parce que quand on parle d'une mortalité relative de 2 fois plus grande, c'est très grand. On n'aime pas un risque 2 fois plus élevé. Par contre, quand on parle du risque absolu, pas relatif, mais absolu, le risque absolu
d'avoir un décès quand on a entre 20 et 40 ans chez une femme, il est presque zéro. Il est très, très, très bas. Imaginons, je mets un chiffre comme ça, une personne sur 10 000. Si on double ce risque-là, il y a 2 personnes sur 10 000 avec le lupus qui vont avoir une mortalité prématurée, donc une personne de plus sur 10 000. Alors, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Il y a quand même une mortalité qui est augmentée au niveau des populations. C'est extrêmement important de documenter ça. Mais dans la vie de tous les jours d'une personne avec le lupus, ce risque absolu-là, il n'est pas très grand. OK? Donc, par contre, quand on regardait avec Dr. Bernatsky, quand elle a regardé à quoi était dû cet excès-là, c'est si on avait une atteinte rénale, une infection, cancer hématologique ou maladie cardiovasculaire. Et après ça, quand elle a regardé les groupes les plus à risque, bien, c'était chez les femmes, mais c'est une maladie qui, 90% sont chez les femmes, mais c'était chez les patientes plus jeunes avec une très courte durée de la maladie. Donc, vraiment au moment de la présentation, et c'est là que c'est important, la prise en charge rapide au début, après le diagnostic. Alors, si on parle de mesures cliniques dans la maladie, donc c'est une maladie complexe. Vous avez déjà expérimenté ça, mais vous voyez aussi, d'après la présentation que je suis en train de faire, que ça peut toucher différents organes, ça peut se présenter d'une personne à l'autre de façon très différente. Donc, il y a eu un effort pour essayer de simplifier comment on décrivait les gens qui avaient le lupus en 3 grands domaines. On parle d'activité, de dommages et d'état de santé. Alors, c'est quoi ces grands domaines-là? L'activité, on a dit, lupus, maladie hétérogène, varie d'un individu à l'autre dans le temps, varie entre les individus et se présente avec des degrés divers de sévérité. Donc, ça peut aussi se passer avec des exacerbations et des périodes de calme complet qu'on appelle rémission. Donc, la communauté a développé un instrument qui va colliger toutes les manifestations cliniques. Donc, c'est le médecin qui va remplir cet instrument-là. Mais si on a une arthrite active, bien, ça peut être 2 points. Si on a une atteinte au niveau des reins avec un petit peu d'inflammation qu'on peut voir dans les urines, ça peut être 4 points. Et on arrive à une échelle et on peut mesurer le niveau d'activité de la maladie d'une personne et la comparer à quelqu'un d'autre avec un lupus. Le deuxième grand domaine, c'est le dommage. Si vous vous souvenez sur ma flèche du début, dans le temps, ce qu'on veut prévenir, c'est le dommage. L'activité, on peut la contrôler, elle peut revenir complètement à zéro, et c'est ce qu'on veut. Mais le dommage, c'est un petit peu ce qui arrive si l'activité de la maladie n'est pas contrôlée, et aussi s'il y a des complications au traitement dans le temps. Donc, on veut diminuer l'activité de la maladie dans le temps le plus possible et faire qu'elle ne revienne pas, tout en minimisant l'exposition à des médicaments qui peuvent causer des effets secondaires. Donc, pour définir un dommage, on dit qu'il faut que ce soit présent pendant 6 mois, donc c'est irréversible, et donc on ne peut jamais revenir à la normale. Et là, il y a un instrument qui a été mesuré, c'est aussi encore une échelle que le médecin va remplir pour essayer de voir dans tel système, par exemple, si au niveau de la peau, il y a une cicatrice qui reste et que ça ne guérit pas du tout après 6 mois, bien, ça peut compter pour 1 point. Okay? Quelque chose comme ça. Alors, et cette relation entre activité et dommage, quelle est-elle? Bien, on dit que l'activité peut varier complètement dans le temps. Quand il y a une exacerbation, on voit la courbe qui monte, qui peut aller très haut, puis elle peut devenir stable à un niveau très, très bas ou à zéro complètement. Par contre, ce qu'on veut éviter, c'est qu'à chaque pic, ça, ce n'est pas automatique, en fait, ce n'est pas tout le monde qui va développer du dommage, premièrement, mais s'il y avait une période d'activité qui conduit au dommage, ça va faire une fonction en escalier. Ça veut dire que le dommage va être compté, 1 point. Là, il y a une période d'accalmie, il n'y a rien. Puis là, il y a une autre marche d'escalier. Alors, il faut absolument nous éviter de prendre cette ascension vers le haut. On ne veut pas d'escalier dans nos patients. Et le troisième domaine, c'est vraiment comment on vit avec le lupus, qu'on appelle l'état de santé, la qualité de vie. C'est un concept qui va couvrir toutes les dimensions de la santé, puis qui est souvent beaucoup plus pertinent quand on est une personne qui vit avec le lupus. On va s'identifier beaucoup plus aux résultats de ça. Et la communauté internationale a décidé d'adopter un instrument qui s'appelle le SF36. C'est un instrument qui est utilisé dans beaucoup de maladies, mais parce qu'il couvre 8 dimensions de la santé, incluant la fatigue, on trouvait que c'est un instrument extrêmement important parce que la fatigue est un problème important dans le lupus. Et il peut être résumé en 2 échelles, normalisées, avec, on dit que 50, c'est la normale. Alors, il peut être résumé dans une composante qui est une composante de santé physique ou une composante de santé mentale. Et on verra plus tard là, les résultats dans notre cohorte canadienne. Si on descend en bas de 48, on est en dessous de ce qu'on s'attendrait pour une population du même âge, du même sexe. Okay?
Donc, la qualité de vie, elle peut être mesurée par cet instrument-là. Ces deux dimensions-là sont très utiles pour essayer de comprendre comment les gens s'adaptent. Et dans une autre cohorte américaine, celle-ci par Fred Wolf aux États-Unis, il a démontré donc une santé physique, le PCS, de 38, donc très bas par rapport à notre norme qui est 50 et définitivement en dessous du seuil de 48, et une santé mentale de 44,3. Les chiffres sont un peu mieux pour nous au Canada, mais ils sont quand même affectés aussi. Donc, c'est une maladie qui, même si les gens ont l'air très bien, souvent on ne voit pas, hein, ce n'est pas marqué dans le front qu'on a le lupus, affecte quand même beaucoup au point de vue morbidité. Hein, on a une petite inquiétude de mortalité, mais on a dit que relativement c'est plus grand. De façon absolue, c'est quand même pas très grand. Les cohortes de survie à 5 ans puis 10 ans sont très bonnes. Par contre, il y a un impact important sur la qualité de vie.